Évolution et révolution du langage. Vous avez bien remarqué qu'on parle plus latin. Or, vous savez aussi que le français tire son origine majoritairement de cette langue, du latin. Vous comprenez bien que le français a évolué et qu'en règle générale, les langues, quelles qu'elles soient, évoluent. Et puisque c'est valable pour le français, en termes de langage, tout ce qui est valable pour les uns est généralement valable pour les autres, à plus ou moins grande échelle. Mais non, c'est pas parce que ça a évolué, je vous arrête tout de suite, que on peut dire « vous croyez ». Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham. Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été. C'est pas ce que vous croyez. Le premier film qu'avec des fautes de grammaire. Non, le monde n'est pas prêt pour ça. Le langage, plus que d'être un outil fortement pratique quand il s'agit de discuter, Maurice parle à la boulangère, a des enjeux qui sont largement supérieurs si on analyse le langage à l'échelle de la société. Pour développer cette réflexion, j'ai choisi d'aborder la question de l'évolution et de la révolution du langage en fonction de 3 aspects. D'abord, le mythe de la langue unique pour la réunion des peuples. Est-ce qu'on pourrait ne parler qu'une seule langue ? 2. Les langues en constante évolution, et je prendrai évidemment le cas du français. Et 3. Les enjeux politiques de l'évolution de la langue et surtout les dangers de sa restriction. Et si tout le monde ne parlait qu'une seule langue ? Babel. Tu remets la tour de Babel dans la Genèse, dans la Bible ? Bon, allez, écoute. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit : Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Avec une seule langue, les hommes pouvaient entreprendre des chantiers si colossaux qu'ils pouvaient côtoyer Dieu. Et ça n'a pas beaucoup plu à Yahvé qui, pour les arrêter dans leur folle entreprise, les aurait divisés en leur faisant parler différentes langues, si bien qu'ils ne pouvaient plus se comprendre et donc plus rien entreprendre ensemble. Ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que vraisemblablement, l'union fait la force, et que cette union passe par le langage. Il y aurait donc un véritable intérêt à ce que tous les hommes parlent la même langue sur une planète, une langue unique qui permette à tous de se comprendre. Et là, je vois ce que vous allez me dire, c'est un peu ce qui se passe avec l'anglais qui est devenu la langue privilégiée dans les échanges internationaux. Une langue pourtant avait été créée de toutes pièces à cet effet, l'espéranto. Du fait qu'elle n'est la langue d'aucun État et qu'elle est entièrement créée, cette langue se voulait être une langue véhiculaire internationale et la langue véhiculaire internationale de prédilection. Ses points forts à l'espéranto, cette langue n'a aucune exception grammaticale. En espéranto, jamais la prof ne vous dira que le participe passé ne s'accorde pas quand il est utilisé après l'auxiliaire avoir, sauf quand le COD est antéposé au verbe, auquel cas il s'accorde avec le COD. Ça, en espéranto, ça n'existe
n'existe pas. Deuxième point fort, c'est une langue extrêmement facile à apprendre quand on parle couramment une langue dérivée du latin, comme c'est le cas avec le français. Ces points faibles maintenant, j'en vois un, et pas des moindres. Y a pas grand monde qui cause l'espéranto. Pourtant, ça a connu une grande période d'engouement, non négligeable, mais le soufflet est retombé et le doux rêve de l'union des peuples autour d'une même langue semble de nouveau s'être évanoui. C'est le cas de l'espéranto, mais ça pourrait être le cas de toute langue unique, même l'idée de penser de langue unique. Parce que toutes ces langues uniques ont un défaut principal, c'est qu'elles ne prennent pas en compte les spécificités culturelles des nations et leurs histoires qui ont fait évoluer leur propre langue. Qu'en est-il d'ailleurs de l'évolution des langues ? Est-ce que ça continue d'évoluer ? Est-ce que ça évolue encore ? Oui, évidemment, il y a 20 ans, personne ne sortait son smartphone à chaque instant pour vérifier s'il avait ou non un SMS. Mais alors pourquoi les langues évoluent ? Là, il y a 3 cas principaux. 1, le mot n'existait pas parce que l'objet désigné n'existait pas non plus. Il a donc fallu créer de toutes pièces un mot associé pour pouvoir désigner ce dont on parle. On parle alors de néologisme de forme. Ainsi en est-il de la télévision, de l'aspirateur, du réfrigérateur, du selfie. Bref, vous m'avez compris. La deuxième méthode pour faire évoluer une langue, c'est les néologismes d'emprunt, qui permettent d'intégrer dans une langue des mots d'une langue étrangère et de les utiliser comme s'ils faisaient partie de notre propre langue. C'est comme ça qu'on se retrouve en français à aller faire du shopping ou le soir à déguster une bonne pizza entre amis. La troisième méthode, c'est l'apax, c'est-à-dire un mot créé par dérivation ou par composition, peu importe, mais créé de toutes pièces et qui n'a été utilisé qu'une seule fois par un seul auteur dans un seul ouvrage. Ces mots, ils ont un sens, une définition ou parfois même pas. C'est le cas du jusqu'au-boutisme de Proust ou de la formule de Mary Poppins supercalifragilisticexpialidocious. On retient également l'anecdote de Mallarmé qui, cherchant désespérément un mot qui se termine en IX, n'en trouva pas dans aucune langue et inventa le mot ptix pour résoudre le problème. Le mot qui, d'ailleurs, fera couler beaucoup d'encre pour essayer de savoir quel est son sens. Eh bien, il n'en a pas. Les langues évoluent donc en même temps que les hommes qui les parlent. Elles sont les témoins de la croissance, de la progression, elles sont les reflets audibles et visibles du temps qui passe et qui change. Certains mots passent de courant à désuet, d'autres gagnent progressivement du terrain dans la langue jusqu'à être utilisés à tort et à travers, genre tu comprends quoi. Mais si on creuse un petit peu dans la littérature, et plus particulièrement dans les récits dystopiques, on se rend compte rapidement que des enjeux politiques fondamentaux gravitent autour de la langue. Pour mettre en place un régime totalitaire, il faut imposer au peuple une pensée unique. Et comment faire sans le langage ? Dans Matin brun de Frank Pavlov, le contrôle du langage est également évoqué. Écoutez, faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune. Il avait ajouté en regardant autour de lui, souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous a fait drôle. Et puis, après tout, le langage, c'est fait pour évoluer. Comment également ne pas penser à la novlangue inventée par Orwell dans 1984 ? Voilà ce qui est écrit. SIM, du service des recherches au ministère de la vérité. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. La pensée unique passe par le contrôle de la langue, puisque si le lexique est contrôlé, alors la pensée l'est aussi. La langue, ainsi appauvrie, participe du gouvernement des masses, qui, devenues incapables de penser par elles-mêmes, ne peuvent alors que suivre la pensée qui est dictée. Or, dictée et dictature sont bien de la même racine, du latin dictatura, dictature, issu de dictare, dicter, itératif de dicere, dire. Et voilà, la boucle est bouclée, nous sommes revenus au latin. Pour résumer, la langue unique
parlée par le monde entier, favorisant les échanges internationaux, encore aujourd'hui semble être une utopie. Malgré les différentes tentatives, se posent à elle non seulement des problèmes sociaux, mais également culturels et politiques. Les langues, quelles qu'elles soient, sont en perpétuelle évolution puisqu'elles évoluent au gré des influences et des innovations. L'évolution de la langue est un gage de liberté d'expression. Voilà pourquoi ce questionnement se retrouve au cœur des dystopies.